Très bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, les dernières personnes prennent place. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la démocratie, qui est notamment organisée par le département de l'économie et de l'emploi, pour lequel je travaille, puisque je suis sa porte-parole. Et sans plus attendre, je vous propose de donner la parole au directeur de la DGDRI, de la Direction générale du développement de la recherche et de l'innovation. C'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Voilà. Alexandre Epal. Merci de l'applaudir. Alors, on a choisi un nom compliqué pour rester mystérieux. Voilà. Madame la conseillère d'État, Madame la députée, Monsieur le directeur, Mesdames les directrices, Mesdames et Messieurs, c'est effectivement un immense plaisir pour moi d'introduire cette soirée et de vous souhaiter la bienvenue ce soir à cette conférence sur la question de l'engagement démocratique des jeunes et des partenariats potentiels avec la philanthropie. Elle s'inscrit, cette conférence, bien sûr, dans le cadre de la 9e édition de la Semaine de la démocratie, une démarche qui est pilotée par la Chancellerie d'État. Célébrer la démocratie, c'est cette année la thématique centrale de cette Semaine de la démocratie. Permettez-moi de prendre à contre-pied cette formule qui, à première vue, semble nous inviter à fêter, honorer, voire encenser un régime ou un système politique que, pour en connaître les vertus, nous chérissons toutes et tous, en tout cas je l'espère. Il convient toutefois ce soir, à mon sens, pour éviter la désagrégation d'une aussi belle conquête, d'en rappeler quelques limites et contraintes. Sur ce thème, à ce sujet, Winston Churchill a eu un jour cette formule devenue immortelle. La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. J'ajouterais que la démocratie est surtout et avant tout le plus exigeant de tous les systèmes. Pour fonctionner correctement, la démocratie implique l'engagement de toutes et tous, une participation active, le devoir de s'informer, de se positionner, de chercher à comprendre et de s'exprimer sur des enjeux majeurs, mais parfois également sur des enjeux qui peuvent paraître plus insignifiants de notre société. En bref, c'est un système vivant, dynamique, qui nécessite les efforts continus de ses constituants que nous sommes, sous peine de disparaître par manque d'efficience, de pertinence ou d'attractivité. À cet effet, au vu de nombreuses attaques auxquelles la démocratie, en particulier la démocratie représentative, est soumise, l'engagement politique des jeunes générations constitue un enjeu crucial. Sans cette dernière, sans l'engagement actif des jeunes, le risque est grand de sombrer dans des systèmes où le populisme le dispute à l'autoritarisme. Or, si les jeunes sont aujourd'hui de plus en plus connectés et conscients des enjeux mondiaux, informés, certains diront surinformés, voire désinformés, on constate un décalage, voire une dissonance entre l'énergie qui est déployée par ces jeunes, qui souvent sont à l'origine de mouvements sociaux, d'innovations technologiques, mais également de changements culturels, et leur participation réelle et concrète, active, au processus démocratique. Pourquoi ? Est-ce par désintérêt, défiance, méfiance ? Ou est-ce l'idée liée plutôt à l'inadéquation entre les modes de participation politique, qui n'ont que très peu évolué, face à des évolutions sociétales et technologiques qui, elles, avancent à grands pas? Je ne me risquerai pas ce soir à poser un diagnostic définitif, mais ce qui me semble très très clair, c'est que pour engager la participation des jeunes, il faut leur donner confiance, c'est un mot-clé, dans les institutions démocratiques, mais également en eux-mêmes, bien sûr, afin de les stimuler et de leur permettre d'insuffler leurs idées, leur énergie surtout, et leur vision au cœur même de notre société. Et c'est précisément ce que fait Genève Débat, le projet dont nous aurons le plaisir d'accueillir ce soir un représentant. Il s'agit d'une initiative remarquable, financée par une fondation philanthropique qui promeut l'art oratoire et le débat au sein des écoles genevoises, dans le but d'aider les jeunes à faire entendre leur voix. Bien sûr, bien d'autres initiatives de ce type devraient être encouragées, en matière d'éducation civique, de mentorat politique, mais également de soutien à des projets politiques innovants qui peuvent être initiés par la jeunesse elle-même. Les idées ne manquent pas et les philanthropes peuvent évidemment jouer un rôle majeur, aux côtés notamment de l'État qui s'active dans ce domaine également.
Alors, permettez-moi de conclure en affirmant à nouveau, parce que c'est le message que je voulais faire passer, que la démocratie est par essence vivante. Pour qu'elle le reste, il est essentiel de donner aux jeunes la place qui leur revient, de les écouter et surtout de leur fournir des outils et les ressources nécessaires pour leur permettre de s'engager efficacement et de contribuer ainsi pleinement, dès aujourd'hui, à la construction de notre société de demain. Il me reste maintenant à vous remercier vivement de votre attention et à nous souhaiter à toutes et tous une très belle soirée aussi fructueuse que stimulante. Voilà. Yeah. So, Monsieur Bala, co-directeur du Centre Albert Hirschman sur la démocratie de l'IED. Voilà, excusez-nous pour ce petit problème de coordination. Thank you. Good evening, everybody, and welcome to the Graduate Institute in the middle of the Democracy Week. My name is Gopalan Balachandran. I'm a co-director of the Albert Hirschman Center on Democracy, which is one of the partners of the Democracy Week, together with my colleague Graziella Moraes da Silva, who sends her apologies for her inability to be present here today. The Albert Hirschman Center on Democracy has been a partner for the Democracy Week almost since its inception. And we are very pleased and privileged to be part of the Democracy Week, in which we've been scaling up our engagements over the last several years from one year to the next. In fact, as far as the Albert Hirschman Center on Democracy is concerned, this has been a bit of a democracy fortnight rather than a democracy week, seeing as our events began last Monday. And of course, this just shows us, I think, the amount of energy and enthusiasm that there is in Geneva and at the Graduate Institute and at the Albert Hirschman Center on Democracy for this Democracy Week. I'm very pleased to welcome all the participants at this evening's event. The subject of this evening's event is of notable interest to us. The relationship between philanthropy and democracy is, of course, one in which there is growing interest all over the world. The Albert Hirschman Center on Democracy itself benefits from institutional and research support from philanthropic foundations. But of course, I wish one could say that all foundations were equally supportive of democracy as our supporting foundations. As we all know, in the Anglo-Saxon world in particular, the relationship between philanthropic foundations and democracy has been an issue of some contention. And therefore, it's very, very important for us, I think, to reflect on these issues, and in particular, the role that foundations can play in enhancing the engagement of younger people in democracies where, in fact, there has been a receding interest in regard to political participation in general, as well as in particular electoral participation. In welcoming you, I also have to thank my enthusiastic and energetic colleagues at the Albert Hirschman Center on Democracy, who have kept this event alive with their unflagging enthusiasm. So thank you all very much. Thank you for being here, and I wish you a very enjoyable and productive conversation. Thank you. Mesdames et messieurs, je me joins aux salutations protocolaires de monsieur le directeur général de la DGDRI et de monsieur le co-directeur du Centre Albert Hirschman sur la démocratie qui nous accueille ce soir. Au nom du Centre en philanthropie de l'Université de Genève et de son directeur, le professeur Harry Peter, j'ai à mon tour le plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. L'année dernière, lors de la 8e édition de la Semaine de la démocratie, les partenaires ont décidé d'organiser un événement dédié à l'influence et à l'impact que peut avoir la philanthropie sur les médias.
convaincus que l'indépendance, le pluralisme et la diversité des médias sont indispensables au débat démocratique et, in fine, au bon fonctionnement de nos démocraties. L'édition 2023 célèbre, comme déjà a été évoqué, les 175 ans de la création de l'État fédéral suisse. En cette année d'élection, il nous a paru qu'il s'imposait de s'interroger sur l'implication des jeunes dans le débat démocratique et de mieux comprendre leurs perceptions et attentes à propos de ces sujets fondamentaux. Nous pouvons à cette fin bénéficier de la contribution d'intervenantes qui, par leur travail et leur engagement quotidien, ouvrent à promouvoir un débat démocratique inclusif et mieux approprié. Participer à la vie démocratique d'une communauté, quelle qu'elle soit, ce n'est pas seulement faire valoir son droit de vote, bien qu'il s'agisse là d'un outil évidemment important. La jeunesse d'aujourd'hui est directement concernée par les défis actuels, le rétrécissement de l'espace civique, les inégalités grandissantes et la crise environnementale mondiale, pour n'en citer que quelques-uns. Et s'intéresse à ces questions brûlantes, mais constate également que les modes traditionnels de participation ne sont pas toujours les mieux adaptés pour faire entendre et pour répondre de manière efficace à ces enjeux de plus en plus complexes. Genève est certainement un lieu privilégié pour débattre des nouvelles formes de démocratie, étant depuis bien plus d'un siècle l'un des centres les plus importants de la philanthropie mondiale et les symboles d'une terre d'accueil et de protection des droits humains. Nous sommes ravis de contribuer à l'organisation de cette importante conférence aux côtés des partenaires qui nous sont chers et nous espérons que cette soirée servira de catalyseur au débat public et contribuera à favoriser et à renforcer les échanges nécessaires entre les différentes parties prenantes présentes ce soir. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter et de remercier, au nom de tous les partenaires, Mme Esther Mamambrachi, secrétaire générale adjointe et porte-parole du département Économie et Emploi du canton de Genève, qui animera cette soirée. Avant de rejoindre le département en mars 2022, elle a travaillé à la RTS pendant plus de 20 ans, où elle a notamment présenté le 19h30 pendant 5 ans, avant de devenir productrice et animatrice de l'émission du débat du mercredi soir à Infrarouge, et enfin chef de la rubrique politique de 2020 à 2022. Merci beaucoup. Très bien, voilà, merci beaucoup. Je profite pour corriger ma petite erreur de tout à l'heure et vous dire que donc, la DGDRI vous aurez corrigé de vous-même. C'est donc la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation qui co-organise donc la soirée de ce soir, ainsi que, et je voulais quand même les nommer, vous l'aurez compris, le co-directeur du Centre Albert Hirschman sur la démocratie était là tout à l'heure, Monsieur Gopalan Balachandran, comme vous le voyez ici affiché. Le troisième organisateur, c'est donc le Centre de philanthropie de l'Université de Genève. Et puis enfin, Swiss Foundation, qui est l'association fêtière des associations philanthropiques, qui, Madame Aline Freiburghaus, qui prendra la parole en fait pour conclure cette soirée. Tout à l'heure, nous aurons un débat, une discussion avec notamment la conseillère d'État Delphine Bachmann autour des questions qui ont déjà été évoquées ici. Comment favoriser l'engagement citoyen des jeunes? Il y a quelques jeunes parmi vous, peut-être des étudiants qui peut-être auront envie de témoigner. Et puis, avec aussi cette question, évidemment, en filigrane, est-ce que les fondations philanthropiques peuvent y contribuer? Il y a aussi plusieurs représentants ici ce soir de ces fondations qui nous diront, dans le fond, pourquoi elles ont envie de soutenir des projets de jeunes. Et avant cette discussion, et pour nourrir la discussion, j'aimerais qu'on s'arrête sur 2 exemples concrets. Le premier exemple concret, eh bien, il va nous être présenté par Christine Lutringer. Christine Lutringer, peut-être je vous invite à me rejoindre. Vous êtes donc directrice exécutive et chercheuse au Centre Albert Hirschman sur la démocratie, ici à l'IHEID. Et puis, vous avez mené une étude comparative sur des villes appartenant à 4 pays. Et vous allez nous dire s'il y a une similarité dans l'engagement des jeunes de ces différents pays. Merci de l'applaudir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me joins aux salutations protocolaires de Monsieur le Directeur général.
Je vous remercie de cette opportunité de partager avec vous des réflexions sur le sujet de l'engagement des jeunes en Europe à partir d'un projet de recherche que nous menons ici au Centre Albert Hirschman du Graduate Institute. Intitulé « Entre protestation et engagement, du global au local, cartographier les formes de participation des jeunes en Europe », il s'agit d'un projet pilote qui examine les formes d'engagement politique parmi les jeunes dans 4 démocraties européennes, en Suisse, France, Italie et en Espagne. Il est mené avec mes collègues du Centre, Laura Bulon-Cassis, Maria Mexi et Janina Velp, et il est soutenu par une fondation privée genevoise. J'y reviendrai un peu plus tard dans mon intervention. Le lien entre philanthropie et recherche académique peut aussi permettre de financer ce type de projet pilote. Alors, le contexte et les questions de recherche. L'engagement dans la vie démocratique des jeunes est crucial pour l'avenir de nos démocraties. Nous nous devons d'agir face à la désillusion de nombreux jeunes par rapport à la représentation politique aux différents niveaux de gouvernance. Ce projet se propose de contribuer à la réflexion sur les ponts qui sont construits ou qui peuvent être construits entre les jeunes et les institutions locales, pour essayer ainsi de renouveler la démocratie face aux défis actuels. L'objectif du projet est de mieux comprendre les conditions, les processus et les mécanismes dans lesquels les jeunes deviennent et restent politiquement actifs, en particulier dans la lutte contre le changement climatique et sur les enjeux du monde du travail. En effet, la numérisation et le travail organisé par les plateformes en ligne prennent de plus en plus d'importance dans l'économie, notamment pour l'emploi des jeunes. J'aimerais ainsi vous proposer quelques éléments forts qui se sont dégagés de notre recherche qualitative dans 8 villes européennes, qui s'appuient notamment sur une série d'entretiens réalisés auprès de jeunes engagés politiquement, auprès de responsables de mouvements, à la fois mobilisés sur le thème du climat et de l'emploi, et de personnes actives au sein des institutions et des administrations locales. J'aimerais aussi ici souligner la collaboration avec le service de la participation citoyenne de l'Office de l'urbanisme au département du territoire du canton de Genève, avec qui nous avons organisé un atelier pratique mercredi dernier dans le cadre de la Semaine de la démocratie, comme le mentionnait le professeur Balachandran en introduction. Cet atelier pratique a créé un dialogue entre des acteurs des villes et des gouvernements locaux de 4 pays européens, avec des militants de la jeunesse. Il a ainsi mis en lumière la façon dont peut être analysée et repensée la participation des jeunes. J'aimerais aussi souligner cette occasion précieuse que représente la Semaine de la démocratie pour les acteurs et pour les chercheurs, afin de se rencontrer, d'échanger et de débattre. Mon intervention de ce soir s'appuie ainsi non seulement sur les données collectées par notre équipe sur le terrain, mais aussi sur les résultats de ces groupes de discussion que nous avons formés avec les acteurs, à la fois transsectoriels, donc activistes et institutions, transnationaux, avec des participants de Suisse, de France, d'Espagne et d'Italie, et multilingues. Nos travaux se sont déroulés en français, espagnol, italien et anglais. Nos principales questions de recherche sont donc, premièrement, quelles sont les conditions, les processus et les mécanismes qui déterminent la participation politique des jeunes mobilisés à une époque de crise simultanée telle que le changement climatique, les reconfigurations du marché du travail et la pandémie de Covid-19. Et deuxièmement, quel contexte politique et quels mécanismes institutionnels ont donné lieu à des innovations institutionnelles. Le projet s'appuie sur des études de cas dans 8 villes européennes, Paris et Lyon, Barcelone et Madrid, Bologne et Rome, Genève et Lausanne. Au cours de nos recherches qui ont commencé en janvier 2022 et qui portent sur la période de 2015 jusqu'à aujourd'hui, nous avons observé que l'implication des jeunes dans la prise de décision est devenue un sujet de plus en plus important dans la gouvernance et dans les débats institutionnels et politiques. En ce qui concerne l'activisme, quelles en sont les formes, quelles en sont les temporalités ? Nous avons essayé de comprendre les motivations et les défis des jeunes activistes qui se mobilisent, ainsi que le rôle joué par la perception, par ces activistes, à la fois des défis et des réponses qui sont fournies par les institutions. En Suisse, 3 dimensions importantes ressortent. Premièrement, les jeunes qui ont été interviewés dans le cadre de notre projet à Genève et Lausanne ont en majorité
fait part de leur revendication de plus d'espace pour faire entendre leur voix. Deuxièmement, ils ont de fortes préoccupations en matière de transition juste et pour décloisonner les luttes. Ils souhaitent rapprocher les mouvements climatiques et syndicaux pour favoriser cette transition juste. Et ils souhaitent aussi une action pour garantir que personne ne soit laissé pour compte. Le troisième point porte sur la dimension d'action collective au sein des mouvements. Les jeunes qui sont déjà impliqués dans un travail de militantisme et de plaidoyer ont reconnu la valeur de pouvoir côtoyer d'autres jeunes mentors et militants dans leur parcours. Ce thème est vraiment important à travers les études de cas. S'engager, faire partie d'un mouvement, participe de la création d'une communauté, de liens sociaux. C'est une motivation importante pour s'engager, on le voit dans les 4 pays. Un élément lié à cela porte sur les moyens, les espaces de communication. Les espaces virtuels sont certes importants, mais la participation dans un espace physique, le rendez-vous du vendredi par exemple, comme pour Fridays for Future, est très important en présentiel. Et ce, d'autant plus après la pandémie qui a véritablement déstructuré ce lien social entre les jeunes et la société. Cela m'amène à un autre point, celui de la fragmentation du mouvement pour le climat, qui avait précisément vécu le moment le plus fort de mobilisation en 2019, avant la pandémie, avec jusqu'à 7 millions de personnes dans les rues lors des grèves du climat. Cette période est rappelée par tous les militants pour le climat que nous avons interviewés dans nos 4 pays et qui étaient déjà actifs à ce moment-là. Cette fragmentation du mouvement des jeunes pour le climat survient suite au désaccord sur la stratégie et les formes de mobilisation à adopter, radicales ou pas. Certains militants ont décrit leur sentiment d'aliénation par rapport à la politique, qui n'a, selon eux, pas pu ou voulu changer les choses. En France, la stratégie de désobéissance civile est maintenant choisie par l'équivalent français de Fridays for Future, Youth for Climate, ainsi que d'autres mouvements populaires parmi la jeunesse mobilisée, tels que les soulèvements de la Terre. Fragmentation, mais aussi démobilisation. Fridays for Future a été dissous à Barcelone. L'ancienne responsable du mouvement à Barcelone, qui a d'ailleurs participé à notre atelier de groupe à Genève la semaine dernière, y a partagé son analyse. Le contexte en 2019 était différent. Il y avait un élan, un enthousiasme. Quand elle a commencé à militer pour Fridays for Future, elle avait 16-17 ans. Le mouvement avait, selon elle, précisément pour objectif de secouer les opinions. Et le mouvement tel qu'il était n'aurait pas pu s'inscrire dans la durée, selon elle. Il a perdu ce qu'elle appelle sa valeur de choc, justement parce que l'opinion publique a depuis compris l'urgence de l'enjeu climatique, grâce notamment à la mobilisation de la jeunesse à travers les grèves pour le climat. Si le nombre de jeunes manifestants pour le climat semble avoir diminué ces dernières années, c'est aussi lié à la trajectoire personnelle de ceux qui l'ont porté, qui ont maintenant la pression des études ou de trouver un emploi. Ainsi, certains réseaux se sont dissous petit à petit. Alors, face à cette démobilisation, l'ancrage dans le territoire est un élément important qui permet de perdurer. L'exemple de la ville de Civitavecchia, qui fait partie de la métropole de Rome, où Fridays for Future mobilise de concert avec les syndicats locaux la population de la région. Cette mobilisation conjointe porte contre le projet de reconversion au gaz de la centrale électrique, actuellement centrale électrique au charbon. Les organisations militent pour un projet alternatif d'énergie renouvelable et qui respecte le droit au travail et à l'emploi. Effectivement, le gouvernement régional, en 2022, a abandonné le projet de reconversion au gaz. Il y a aussi la constitution d'une vraie plateforme entre syndicats et le mouvement pour le climat, là-bas. Pour citer le jeune représentant du mouvement de Civitavecchia, les expériences les plus enrichissantes, pour lui, ont été ces dialogues avec ceux qui travaillent dans la centrale. Il y a ainsi des liens entre travail et climat dans les mobilisations concrètes, mais aussi souvent dans les discours et les revendications actuelles des mouvements. En ce qui concerne les innovations institutionnelles, nos recherches indiquent que les autorités locales ont reconnu l'importance d'impliquer les jeunes dans des projets environnementaux et urbains. Ces initiatives établissent des canaux de communication et des plateformes pour la participation des jeunes, notamment en consultant les jeunes sur différents aspects avant les interventions politiques locales.
Nos résultats indiquent que même au niveau local, qui est l'objet de notre projet en cours, comme au niveau national, il existe une diversité de dimensions qui influencent fortement les résultats des innovations institutionnelles. En Suisse, les activistes reconnaissent qu'il y a plus d'opportunités que dans d'autres pays pour participer activement. Dans d'autres pays, des exemples d'innovation institutionnelle, par exemple à Paris, incluent le Conseil parisien de la jeunesse, créé en 2003, la carte citoyenne, instaurée en 2016, la carte citoyenne de Paris qui est ouverte à tous les Parisiens et Parisiennes sans condition de nationalité et à partir de 7 ans. Chaque personne qui réside, travaille ou étudie en ville peut la demander et profiter de l'ensemble des événements qui sont organisés. Et elle permet aussi d'accéder à une série de manifestations publiques ainsi qu'aux ateliers citoyens. Il y a aussi l'Assemblée citoyenne parisienne, créée en 2019, et le Quartier Jeune et l'Académie du climat, créée en 2021. À Bologne, en Italie, la Innovazione Urbana Lab est le résultat d'un travail collectif coordonné par la Fondation pour l'innovation urbaine, rendu possible grâce à l'étroite collaboration avec l'Université de Bologne et la municipalité. En conclusion, ce qui ressort de cette étude d'un point de vue analytique, c'est qu'il est important d'inscrire cette étude de la participation de la jeunesse à la fois dans le temps et dans l'espace. Et d'autre part, il est important d'examiner cette interface entre les pratiques quotidiennes et l'engagement politique. Ces interfaces peuvent être créées, renforcées, visibilisées par des projets, que ces projets soient spécifiques à une ville, à un échelon local ou bien transnational. C'est là que la philanthropie peut jouer un rôle, en soutenant l'expérimentation, sans nécessairement contrainte de résultats, également de manière agile, avec un soutien rapide, par exemple. Pour en revenir au point de vue des institutions, les mobilisations citoyennes, et tout particulièrement de la jeunesse, peuvent et doivent servir à nourrir les processus démocratiques de décision publique. Pour les institutions, il s'agit aussi de mieux gérer les attentes, de préciser ce qui est possible de faire dans le cadre d'actions et de leurs compétences. D'où l'importance, et je terminerai par cela, d'avoir des canaux de communication multiples avec les citoyennes et les citoyens, notamment les jeunes, et des espaces de dialogue et de rencontre, y compris informels et ancrés dans la vie quotidienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lutringer. Donc voilà, j'avais parlé de deux exemples. Le deuxième exemple est en train d'arriver. Messieurs, merci de vous asseoir. Un deuxième exemple qui sera aussi très concret. Je vous présente les deux personnes qui sont à ma table. Arnaud Talabardon, tout d'abord. Vous êtes le vice-président de la Fondation Gandur pour la jeunesse, et cela depuis 2011, depuis que la Fondation existe. Alors, on parle des fondations depuis le début de cette soirée. On a quelqu'un qui est avec nous, donc qui est à la tête d'une fondation. Donc, c'est important. Merci infiniment d'être là. Et puis, avec nous aussi Stéphane Garcia. Alors, Stéphane Garcia, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes historien, vous êtes aussi doyen du collège Sismondi, et puis vous êtes aussi un des responsables, ou le responsable de Genève Débat. C'est avec cette casquette que vous êtes là ce soir. Et pourquoi est-ce qu'on vous a mis ensemble? Eh bien, parce que vous aviez un projet, vous cherchiez de l'argent, et vous êtes allé frapper à la porte de la Fondation Gandur pour la jeunesse, et vous avez beaucoup de chance puisque vous avez obtenu un peu d'argent. Enfin, ou beaucoup d'argent, je ne sais pas très bien. Voilà. C'est jamais en assez. Cas, voilà. Alors, vous allez nous expliquer... Des besoins très raisonnables. Quand même. Très raisonnable. Cher Monsieur Garcia, ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est qu'après le débat, en fait, il va vous demander peut-être un peu plus d'argent. Ah, mais il y a déjà une demande. Voilà, ça c'est autre chose. Mais alors, Monsieur Garcia, pourquoi est-ce que vous aviez besoin de cet argent? En 2 mots, expliquez-nous quel était dans le fond le projet. Alors, il faut dire 2 mots du fonctionnement de l'association Genève Débat et du programme Genève Débat. Si vous voulez, l'idée, c'est de favoriser la promotion du débat au sein de la jeunesse genevoise, et en particulier dans les écoles du secondaire 2, donc chez les 15-19 ans.
Et dans ce cadre-là, l'une des manières de frapper le plus fort possible, c'est d'intervenir dans les classes et d'intervenir assez massivement. Je vous en donne un petit exemple. En fait, on emploie une soixantaine de jeunes qui sont en fait de jeunes universitaires, étudiants à l'université, étudiantes, et on les forme. Souvent, ils ont déjà participé aux événements qu'on a préparés pour cette même jeunesse, et ils ont décidé, ils ont accepté de devenir nos ambassadeurs et ambassadrices au sein des classes. Et c'est ainsi que, eh bien, on envoie des duos d'ambassadeurs dans les classes du secondaire 2, dans toutes les filières, et voilà. Et donc le besoin en argent est là parce il faut rémunérer ces jeunes. On tient beaucoup à les rémunérer. Souvent, ils sont très volontaires, ils ne le font pas pour l'argent, mais enfin, on sait combien c'est quand même important quand on est étudiant d'être payé pour le travail qui est fourni. Ils en sont très contents, mais voilà, ça demande un effort financier relativement important. D'autant plus qu'aujourd'hui, eh bien, on a un volume d'affaires, si vous me permettez cette expression, qui est très important. On touche environ 5000 jeunes par an, c'est-à-dire qu'on intervient dans 250 à 300 classes par an. Ces interventions se font en 2 fois 2 heures, avec une semaine ou 2 d'écart entre les 2 interventions. Donc il y a vraiment un effort massif pour sensibiliser les jeunes à la pratique du débat, un type de débat qui est particulièrement favorable pour on va dire, le développement d'une conscience civique et citoyenne. Et dans ce cadre-là, évidemment, voilà, on a besoin d'argent. Le DIP fait sa part, c'est un programme DIP. Et on se tourne donc vers les grandes fondations. Et on s'est donc tourné vers la fondation Gandur pour la jeunesse sur le conseil de Madame Valérie Vullier-Boget, qui est ici de la chancellerie, qui me disait « Ah, mais tu sais, la fondation Gandur nous a déjà soutenus pour Ciné Civique. » Alors, je ne me le suis pas fait dire 2 fois, et j'ai tout de suite dégainé. Alors, je ne sais plus si c'était un email ou le téléphone, mais enfin voilà, j'ai été bien reçu, fort heureusement. Et je vous en remercie. Alors, on est pour le débat contradictoire à Genève Débat, mais ce soir, ça va être très consensuel. Vous en êtes conscient. Alors, Monsieur Talabardon, pourquoi, dans le fond, est-ce que ce projet vous a séduit? C'est vrai, 60 ambassadeurs pour 5000 jeunes, c'est un bon ratio? Oui, je ne parlerai pas forcément en termes de ratio, je parlerai en termes de cible. 5000 jeunes atteints, je trouve que c'est, par rapport à la population genevoise, ça peut sembler un lieu commun, mais les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, effectivement, les attirer vers le débat démocratique et les inclure dans la vie démocratique, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, c'est quelque chose qui nous paraît essentiel. Donc, la Fondation Gandur pour la jeunesse, qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, à la base, son but, c'est de lutter contre l'exclusion, c'est de lutter contre les discriminations, c'est de lutter contre la marginalisation. Donc c'est vrai qu'au début, on a soutenu, alors nous, on ne soutient jamais en direct des individus, on soutient toujours des associations ou des fondations qui ont un programme et qui vont nous présenter justement. Alors, je crois qu'on avait reçu le mail, enfin l'application sur notre site internet qui permet d'expliquer pourquoi, quel est le projet, etc. Et donc, au départ, on a surtout travaillé plus dans des domaines de gens qui avaient des handicaps ou qui avaient des difficultés issues de l'immigration, etc. Il se trouve que pour différentes raisons, je ne vais pas prendre trop de temps, on a soutenu Ciné Civique alors je ne vais pas expliquer qui est Ciné Civique, ce serait trop long, mais on a bien aimé cette idée aussi qu'il fallait que les jeunes motivent les autres jeunes, soit avec des affiches, soit avec des films, etc., sur l'importance de cet acte citoyen. Et c'est ainsi comme ça qu'on a eu la demande de Genève Débat. Et on a trouvé effectivement que le ratio pour nous était plutôt le ratio 5000 personnes atteintes par rapport à ce qui nous était demandé pour payer la cinquantaine de jeunes. Et on n'est pas une grande fondation en termes de ce qu'on peut donner chaque année. Donc on a bien aimé ce projet. Mais en 10 ans, est-ce que vous pouvez articuler un chiffre en fait soit du nombre de projets que vous avez soutenus,
soit du montant en fait que vous avez mis dans ces projets. La fondation a été créée en 2011, on a vraiment commencé en 2012 parce qu'au début les demandes arrivaient lentement. Maintenant, au contraire, elles arrivent en grand nombre. On ne peut absolument pas satisfaire toutes les demandes, mais on a soutenu plus de 360 projets issus de plus de 200 associations, fondations, et on a accordé pour plus de 6 millions de francs suisses de dons depuis le début. Monsieur Garcia, oui, un petit mot, parce que je disais que c'est très consensuel, mais lorsque j'ai eu un premier contact avec la Fondation Gandur pour la jeunesse, c'était avec Madame Campea Stella-Bardon, mon épouse. Votre épouse. Et alors, avec son franc-parler, et tant mieux, donc c'était un challenge. Il s'agissait de vendre son projet. Et puis très vite, elle nous a dit, oui, mais c'est très bien ce que vous faites, mais nous, on aimerait se tourner vers les jeunes plutôt défavorisés. Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que apprendre à des collégiens à parler français ou à débattre, c'est très bien, mais enfin, ça ne nous paraît pas super pertinent par rapport dans certains cantons, c'est interdit, hein, en période électorale. Oui, ben bon, là, oui. Alors, ce qu'on a proposé à la Fondation, c'est quelque chose qui mérite quand même d'être souligné, c'est que l'an dernier, on avait un partenariat avec une structure qui s'appelle le Centre de formation pré-professionnelle, le CFPP. Donc c'est ce projet dont vous allez... Exactement, qui a été financé. Qui a été financé spécifiquement hein. par la Fondation Gandur pour la jeunesse, pour moitié, et par Éducation 21 pour l'autre. Et ce projet est tourné spécifiquement vers les jeunes les moins scolaires. Hein, pré-professionnel, c'est-à-dire qu'on prépare ces jeunes qui ont souvent des parcours de vie très difficiles à entrer en apprentissage. Donc, vous voyez qu'on part d'assez loin. Mais alors, nos ambassadeurs ont un plaisir fou à y intervenir depuis plusieurs années. Et on a décidé, avec la direction de cet établissement, de mettre sur pied un programme renforcé qui a fait que nos ambassadeurs, plutôt que d'y aller en 2 fois pour une initiation au débat, ils sont retournés pour un approfondissement au débat quelques mois après. Et puis, entre-temps, on a invité tous les jeunes du CFPP à participer à l'un de nos événements qui s'appelle Genève Débat des votations à la Comédie de Genève. Et là, votre épouse était présente, elle a pu le constater. On a réussi une sorte de miracle. C'est en lien avec la chancellerie, d'ailleurs, que je salue, puisqu'il y a des représentants ici de la chancellerie. On a fait monter sur scène la grande scène de la Comédie de Genève, hein, c'est pas rien, face à environ 200 jeunes qui étaient venus alors du CFPP, mais d'autres écoles aussi. On a fait monter sur scène 4 jeunes femmes, parce que les garçons se sont dégonflés. Hein, mais, ça arrive. C'est 4 jeunes femmes qui ont été magnifiques de présence et de pertinence. Alors, on les a préparés dans l'après-midi. Il y a un comédien mis à disposition par la comédie qui les a préparés. Alors, des exercices vous les connaissez, ces exercices de relaxation, de respiration, d'articulation. Et ça a donné quelque chose d'absolument magique. Voilà, donc... Oui, mon épouse m'avait confirmé qu'elle était impressionnée par les 4 jeunes femmes et la pertinence de ce qu'elles disaient et l'aisance. On voyait que ça leur tenait à cœur et donc... Elles expliquent l'importance pour elles d'exercer les droits démocratiques. Monsieur Stella-Bardon, vous avez dit que vous avez soutenu à peu près un peu plus de 10 ans 360 projets, c'est énorme. Là, on parle de projets qui sont en lien avec l'engagement citoyen, avec l'engagement démocratique dans notre pays. Quand même, ça prend une dimension particulière, hein, la Suisse, pays de la démocratie directe. Ces projets-là, pour inciter l'engagement des jeunes, l'engagement citoyen, est-ce que c'est une petite partie des projets que vous soutenez? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau que vous faites? C'est une petite partie à ce jour et c'est relativement nouveau. Effectivement, au départ, les besoins sont immenses en Suisse. Hein. Souvent, les gens l'ignorent, mais l'administration, les services publics ne peuvent pas tout faire. Et la plupart des gens, effectivement, vivent plus confortablement en Suisse que dans beaucoup d'autres pays européens. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans le besoin, différents types de besoins. Mais on l'a vu à Genève, à l'époque des colis alimentaires, ce que les Colis du Cœur font et partagent. Il y a des gens qui n'ont pas assez à manger à la fin du mois. Et pourquoi la démocratie, dans le fond? Pourquoi l'engagement citoyen est important pour une fondation comme la vôtre? Alors, comme je l'ai dit précédemment, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et effectivement,
on l'a exposé plus tôt, il ne faut pas que les jeunes commencent à penser que ne pas voter, ou disons que voter ne sert plus à rien, qu'ils ne sont pas entendus, parce qu'il y a une désaffection, effectivement, et après, ça peut amener à des radicalismes. Et nous, puisque un de nos buts, c'est de lutter contre la marginalisation ou disons que les gens ne soient pas intégrés, on pense que effectivement, on a vu ce qu'a fait Paris. Je trouve que la carte citoyen, c'est quelque chose de fantastique parce que on le voit bien à Genève. Hein, je crois que le chiffre, c'est 1/3 des habitants de Genève n'ont pas la nationalité suisse, donc ne votent pas. Donc, à faire mettre en place des systèmes par lesquels finalement tous les gens qui résident peuvent avoir quelque chose à dire. Alors on peut toujours dire, mais ils n'ont qu'à devenir suisses et voter. Mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Certains, ils n'ont pas l'âge, en fait. D'ailleurs, je pense que c'est très important que les jeunes des 15-16 ans puissent se sentir concernés parce que, effectivement, arrivé à 20-21 ans, s'il y a une désaffection de la chose publique, c'est très dur de remonter la pente après. Comme on l'a dit, ils sont plus occupés par réussir leurs études ou par trouver un emploi. Et ils diront, de toute façon, c'est pas pour moi. Et comme ça, certaines de ces personnes peuvent être ensuite attirées, si elles ont assez compris l'importance de la démocratie, peuvent être attirées par des radicalismes, par des gens qui vont leur faire des promesses. Enfin, voilà. On connaît les adversaires de la démocratie. Monsieur Garcia, j'ai encore une question. Vous nous avez dit que dans le fond, vous aviez, pour vos projets aussi sollicité l'État, les pouvoirs publics. Dans le fond, est-ce que ce n'était pas suffisant? Pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers le privé? Par simplicité, parce que ça va plus vite avec le privé et que peut-être l'administration publique est plus lente ou... On a entendu tout à l'heure le terme d'agilité qui est revenu, ça c'est important. Bien sûr, l'État est là pour soutenir, et je suis moi-même un représentant de l'État au DIP, et donc il y a un soutien certain à ce projet dont tout le monde voit l'intérêt. Après, je crois que c'est aussi une bonne chose d'aller chercher de l'argent, entre guillemets, à l'extérieur, pour plusieurs raisons. D'abord, voilà, on peut tester plus facilement, ça a été dit aussi tout à l'heure, et on peut se lancer dans des projets pilotes plus facilement. On obtient une somme qui permet de se lancer. Parfois, c'est vrai que à l'État, c'est plus compliqué. Il faut passer pas mal de barrières avant de pouvoir accoucher d'un projet. Donc, je dirais que les conditions cadres sont là. Ou avoir prouvé que le projet fonctionne. Et voilà. Alors, après, on pourra dire, vous avez vu, grâce à la Fondation Gandur pour la jeunesse, par exemple, ça fonctionne bien. Donc, il faut un soutien plus massif. D'ailleurs, c'est aussi le discours que je tiens. Mais donc, il y a cette question d'agilité, il y a cette question de projets pilotes, et c'était bien le cas donc, avec le CFPP, ce module d'approfondissement qu'on a développé dans le cadre de cette votation Genève Zéro Pub avec les jeunes, pour les amener aussi à réfléchir aux enjeux d'une telle votation, a donné lieu à une reformulation qui est maintenant opérationnelle pour qu'on l'enseigne à d'autres jeunes au sein du DIP. Donc, parce qu'en fait, peut-être faut préciser que les 4 jeunes femmes, 2 devaient être pro-pub et 2 anti-pub. C'est ça, on a des débats contradictoires. Des débats contradictoires. Voilà, on est un peu dans du jeu de rôle. L'idée, c'est que les jeunes apprennent à défendre une position, connaître les arguments, etc. Donc, agilité, pilote. Et que dire aussi, je crois qu'il y a un côté challenge, j'aime bien ce terme, quand on va solliciter une grande fondation. Je vois qu'il y a la secrétaire générale de la fondation AS aussi qui est là, je la salue, Madame Schmidhauser. On me dit, mais bon, nous, on aime soutenir la nouveauté, on aime soutenir les choses qui avancent, n'est-ce pas? C'est bien ce que j'ai entendu. Et ça nous force aussi à sortir de notre zone de confort, à se dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour se démarquer de tous ces dossiers qui arrivent, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Voilà, donc il y a aussi cet intérêt-là. Donc que l'État donne sa part, c'est très bien, mais qu'on doive aller chercher aussi de l'argent dans des fondations privées, c'est aussi un atout, je dirais. Très bien, parfait. Merci beaucoup, messieurs.
Vespi, vous pouvez mettre là. Delphine, vous êtes au milieu. Voilà. Garcia. Esther, je peux piquer votre verre si vous n'avez pas soif. Oui. Merci. On va changer les verres. Voilà, on va poursuivre la discussion maintenant avec cette discussion. Je ne sais pas si ça sera un débat contradictoire, mais en tout cas, on va essayer de faire en sorte que ça reste dynamique. Delphine Bachmann, bien sûr, conseillère d'État. Je crois que vous êtes une des plus jeunes conseillères d'État de Suisse. 34 ans, c'est un âge qu'on peut encore dire. Depuis le 1er juin, chef du département de l'économie et de l'emploi. Vous avez déjà une longue carrière politique, Madame Bachmann, présidente de parti, 7 ans au Grand Conseil, et tout cela en parallèle d'une carrière au sein d'un grand groupe de cliniques privées. Avec nous également une jeune femme, il n'y a que des jeunes femmes ce soir, mis à part moi. Lara Atassi, vous êtes une des plus jeunes députées du Grand Conseil. Vous êtes en 5e ou 6e année de médecine ? 6e année de médecine, et vous n'avez que 24 ans. Voilà, c'est un bel exemple. Ancienne présidente du Parlement des jeunes, que vous avez présidé de 2019 à 2021. Vous êtes aussi membre de la Fédération suisse des parlements des jeunes. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Florina Vespi, une autre jeune femme de 30 ans. Florina, vous êtes aujourd'hui responsable de la thématique de la démocratie à la Fondation Mercator, autre fondation philanthropique qui est avec nous ce soir. Merci infiniment. Vous avez eu d'autres activités. Vous êtes aussi intéressée à la démocratie numérique dans votre carrière qui est déjà longue. Vous qui avez étudié les sciences politiques et le droit européen. Et puis j'ai aussi envie de préciser que pendant de nombreuses années, vous êtes engagée au sein d'une association qui s'appelle Discuss It, qui concerne l'éducation politique des adolescents et des jeunes adultes. Alors, en ce début de discussion, j'aimerais tout d'abord vous entendre, mesdames. On a beaucoup parlé d'engagement citoyen, du fait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes, dans le fond, qui ne s'intéressent pas à la chose publique. Je crois que ce n'est pas votre cas, Delphine Bachmann. Vous n'avez pas non plus attendu de recevoir de l'argent d'une fondation pour un projet que vous auriez eu. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, moi, j'ai une question assez simple, Delphine, à vous poser. C'est dans le fond pourquoi vous êtes devenue conseillère d'État à 34 ans, mais surtout pourquoi vous êtes engagée pour la chose publique. Qu'est-ce qui vous a motivée très jeune, je crois? Merci Esther, j'adore quand on me trouve encore très jeune. C'est toujours positif de commencer la soirée comme ça. Alors, bon, moi j'ai eu, et je pense que ça joue un rôle, j'ai eu la chance d'être éduquée dans une famille où on parlait politique, où on parlait à table de ce qui touchait à la société. Donc ça faisait partie de mon quotidien, et je pense que rétrospectivement, c'est une chance d'avoir pu grandir dans un milieu qui avait cette sensibilité. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure sur cette inégalité aussi dans l'accès et les clés que l'on donne dans l'accès à la démocratie, c'est une vraie réalité. Et je comprends pourquoi aussi certaines fondations font des choix de se concentrer sur certaines parties de la population. Je pense que ça fait du sens parce qu'on n'a pas tous les mêmes clés d'accès. Alors, vous avez raison, moi à 20 ans, j'ai décidé de basculer de manière active. Alors, mon premier engagement, c'était en politique. On est venu me chercher un peu, en me disant, est-ce que ça t'intéresse, campagne électorale pour les élections municipales. Ça a été une première expérience qui s'est soldée par un échec de l'atteinte du parti du quorum, des fameux 7% qui vous permettent d'entrer dans un conseil municipal. Il nous a manqué 7 bulletins de vote pour faire le quorum. Donc c'était une première expérience frustrante, mais c'était une expérience de terrain. Puis en fait, moi j'ai assez vite, alors... C'est marrant, j'ai fait 7 campagnes électorales. À chaque fois, les 2-3 premiers flyers à donner, les 2-3 premiers contacts dans la rue, comme ça, c'est toujours un peu rugueux parce que voilà, faut y aller. Mais après, l'habitude revient. Et puis, en fait, c'est une richesse, c'est une chance d'être au contact des gens. Alors, il y a ceux qui vous challengent, ceux qui vous engueulent, ceux qui sont d'accord avec vous, ceux qui sont pas d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, comme élu gouvernemental, je garde le fait que c'est une profonde richesse que d'être au contact des gens. J'ai jamais perdu le goût de cet engagement.
Alors moi, je me suis engagée pour la démocratie au travers d'un mandat politique. Je pense qu'il y a 10 000 manières de s'engager pour la démocratie. Il n'y a pas que le fait de faire de la politique. Puis de la politique même, il y a 10 000 manières d'en faire. J'ai aussi été engagée dans des conseils de fondation. J'ai œuvré au sein de la Ligue genevoise contre le cancer, à Palliative Genève. J'ai pris des mandats associatifs aussi parce que ça faisait du sens pour moi de me dire je donne un tout petit peu de mon temps à une société qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Parce que je crois qu'en Suisse, on a de la chance de vivre dans une société où on a des opportunités de se construire. On a de la chance de vivre dans un pays qui nous donne autant. Et pour moi, c'est aussi restituer un tout petit bout de ce que j'ai reçu. Et puis, alors, je le dis souvent, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je persévère malgré un contexte qui est, il faut le reconnaître aussi, pas toujours favorable. L'exposition publique a ses avantages, mais elle a aussi ses défauts. Et c'est aussi parfois un poids, je le reconnais bien volontiers. Mais voilà, moi, j'ai des enfants et je me dis, j'aimerais bien que quand ils soient plus grands, ils se disent que leur mère, elle a fait à son échelle, peut-être quelque chose de micro, mais qu'elle a fait quelque chose à son échelle à elle pour essayer de faire avancer les choses. Alors, ça paraît un peu illusoire comme ça, mais c'est aussi pour ça que je m'engage, pour les générations futures, parce que ça donne du sens, en fait, à ma vie, et puis j'espère aux générations futures. J'espère aussi que le fait d'avoir on voit aujourd'hui que maintenant dans les élections, il y a de plus en plus de jeunes qui sont élus. L'exemple de Lara en est aussi. Avant, être une femme et être jeune, c'était un désavantage, c'était plutôt un défaut. Et puis aujourd'hui, être une femme et puis être jeune, je pense que petit à petit, ça devient un atout parce qu'on se dit, les gens ont cette sensibilité de se dire, on veut des élus qui représentent aussi la diversité de la population. Et les jeunes, ça en fait partie, et les femmes, ça en fait partie. Et puis je pense aussi qu'en donnant accès à des vrais postes à des jeunes, d'avoir des jeunes qui deviennent députés, d'avoir des jeunes qui accèdent à des gouvernements, ça montre que c'est possible. Comment vous l'expliquez aux jeunes qui doivent s'engager dans la démocratie si en fait, on les met toujours en fond de queue, puis qu'on leur explique que peut-être dans 40 ans, il y aura une opportunité? Ça marche pas. Je veux dire, ça marche pas. C'est aussi ces exemples concrets-là où on se dit, en fait, c'est possible. Et je trouve que c'est génial qu'il y ait quel que soit le parti, quelle que soit l'étiquette, quel que soit le lieu ou l'endroit, cette accessibilité, puis cette démonstration par l'exemple que ça marche, je pense que ça encourage beaucoup les gens, à voter pour des gens plus jeunes, et puis deux, les jeunes eux-mêmes à s'engager. Merci beaucoup. N'hésitez pas à intervenir, mesdames. Ah oui, l'objectif n'était pas... Lara Tassi, je vais vous passer la parole. Pourquoi est-ce que vous êtes engagée en politique? Vous aussi, ça a commencé très tôt. Vous aviez 15-16 ans? Ouais, alors moi, mon engagement politique, c'est être plus large. C'était pas un engagement partisan. C'était de rentrer au Parlement des jeunes Genevois, qui est donc une association dont le but est de promouvoir l'engagement politique. Alors, donc ça a une vision un peu méta, où je m'engage pour que mes camarades fassent la même chose que moi. Et puis, en fait, moi, je pense que si on veut pousser les jeunes à participer, il faut aussi revenir à des choses très basiques, très du quotidien. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on le fait par conviction, parce qu'on a envie de se sentir utile, mais aussi par plaisir, parce qu'on connaît des gens qui y vont. Je pense que à peu près beaucoup de gens qui sont portés candidats, c'est quelqu'un qui est venu les tirer pour les mettre sur une liste la première fois. Donc c'est beaucoup de contacts personnels. Moi, c'était la même chose. C'était un ami, quand j'étais au collège, qui m'a emmenée à une séance du Parlement des jeunes Genevois. Et puis, j'y suis restée petit à petit. Puis, finalement, on y prend goût. On peut créer des projets qui sont cool. Et puis, quand on aime bien, on s'engage, on apprend énormément de choses. Pour lesquels il faut d'argent. Pour lesquels il faut de l'argent. Vous nous direz après où est-ce que vous êtes allé chercher de l'argent. Mais je vous laisse poursuivre. Et puis après, on continue petit à petit. Et puis, une fois que parfois on a l'impression d'avoir fait le tour, donc on avance. Et puis, je pense que l'engagement partisan, finalement, la première fois où j'ai voulu faire de la politique plus institutionnelle, c'était aussi à travers un de ces projets. C'était en participant à la session fédérale des jeunes en 2019, où j'ai eu la chance, du coup, parmi ces 200 participants, d'être parmi ces 200 participants et de pouvoir, à 2-3 reprises, venir au pupitre de la salle du Conseil national. Et puis là,
il y a certains sujets, même si on sait que c'est des simulations, qui nous touchent et qui nous portent de l'importance. Et puis quand on est là, on fait un discours devant 200 jeunes, bon, on se dit « Ah, en fait, j'aimerais bien faire ça un peu plus que juste une journée, où en plus, je dois me battre avec 200 jeunes qui veulent tous parler devant. » Et puis, je me souviens que c'était donc, quelques mois avant les élections municipales à Genève. Et puis, j'avais fortement regretté à ce moment-là de ne pas m'être candidatée. Donc, 3 ans après, c'est fait. Et puis maintenant, c'est pas toujours facile, la vie de députée. Je pense que vous voyez que j'ai des cernes, c'est pas naturel. Surtout quand on est étudiant en médecine et puis qu'on a des stages qui sont pas forcément à Genève. Mais c'est quand même du plaisir. Et je pense que c'est aussi ce côté-là, rappeler aux jeunes qu'il y a soit c'est un intérêt intellectuel, donc ça nous stimule, ça fait plaisir. Soit c'est partager des moments avec des amis, ça fait plaisir aussi. Soit ça peut être plein de choses, mais il faut qu'il y ait ce côté attractif, finalement, pour pousser les jeunes à participer. Merci en tout cas de prendre le temps de partager l'expérience ce soir avec nous, vous qui travaillez maintenant à Neuchâtel, donc ça vous fait un petit voyage. Florina Vespi, en préparant cette table ronde, vous m'avez dit, moi, l'intérêt pour la chose publique est né au collège, quand je participais à un débat, une discussion politique, m'avez-vous dit. Exactement. Peut-être avant de répondre à la question ou d'élaborer sur ça, j'ai l'impression que je dois d'abord m'excuser un peu parce que, comme vous allez l'entendre, je suis suisse-allemande et je suis toujours très impressionnée par la capacité linguistique des francophones. Je veux dire, comme suisse-allemande, j'ai souvent l'impression que vous êtes plus fort dans le débat. Oh non, croyez-moi. Et vous êtes très éloquente et très vite. Et on est plutôt lent, du coup. Vous exprimez parfaitement bien. Du coup, je vais faire mon mieux de ne pas trop ralentir la discussion. Et aussi, je vais aussi m'excuser que je dois vraiment partir à 8h pour aller à une conférence. Mais sinon, en fait, juste pour faire un disclaimer, que je suis vraiment très ouverte aussi après la discussion, enfin après coup, si vous voulez nous contacter, savoir plus sur la Fondation, si je ne peux pas répondre à toutes les questions. Je sais que sûrement, il y a certains d'entre ici dans la salle qui sont peut-être potentiellement intéressés à funding, enfin mieux l'adresser directement comme ça, des gens qui ont des projets intéressants. Et nous, comme fondation qui est basée à Zurich, on a jusqu'à maintenant une clientèle majoritairement allemand ou suisse-allemand, et on est vraiment très intéressé à élargir un peu notre réseau. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me contacter après coup si je dois disparaître à 8h. Voilà. Mais oui, c'est totalement vrai. Enfin, moi aussi, j'ai eu le privilège d'être dans une famille, de grandir dans une famille. Et je pense que c'est vraiment un truc systémique qu'on peut observer, que les jeunes ou les adultes qui deviennent actifs politiquement souvent viennent d'une famille où c'était déjà un sujet à la maison, où ils étaient encouragés à faire entendre leur voix. Pas toujours, mais je pense quand même que très souvent. Du coup, je pensais aussi peut-être, je ne sais pas si on va discuter de ça, mais c'est intéressant avec tous ces projets qui vont dans les écoles. Je comprends pourquoi, mais je pense que c'est aussi important de tenir compte que quand même une large majorité de la socialisation se passe à la maison. Du coup, c'est un peu un sujet qu'il faut aussi adresser, mais néanmoins, pour moi aussi, c'était aussi une expérience super cool de pouvoir assister à un podium ou à une discussion politique. Et plus tard, après l'école, je me suis justement engagée aussi pour Discassit, cette organisation qui est aussi présente à Fribourg, je crois maintenant, où le but ou la vision de Discassit, c'est vraiment d'assurer c'est vraiment la grande vision que chaque élève en Suisse, au moins une fois dans la vie scolaire, peut assister à un podium et peut vraiment échanger avec un politicien, une politicienne. Merci Delphine Bachmann. Concernant la philanthropie, j'aimerais vous entendre sur cette question, la philanthropie qui finance des projets. Est-ce que c'est, d'après vous, une solution intéressante pour ce secteur qui est quand même, il faut le souligner, très important à Genève? Qu'en dit la ministre de l'économie? Je pense qu'effectivement, vous l'avez souligné, c'est un secteur qui est très important à Genève. Beaucoup de fondations aussi qui restent discrètes, mais qui sont là en trame de fond.
Si on regarde, à l'origine, les fondations, c'est vrai, avaient plus une tradition dans la culture, dans certains domaines, en fait. Et puis aujourd'hui, on constate que la philanthropie et sa capacité d'action et sa volonté aussi de s'impliquer est beaucoup plus transversale et touche beaucoup plus de sujets, et c'est tant mieux. Moi, j'ai toujours défendu comme politique le fait qu'il existe un principe qui est celui de la subsidiarité. C'est-à-dire que l'État n'a pas vocation à tout faire. Il y a aujourd'hui des initiatives privées, des initiatives philanthropiques sur lesquelles on peut s'appuyer, qui sont des outils et qui peuvent compléter en fait l'action de l'État. Ça a été soulevé par M. Garcia tout à l'heure, et il évoquait le fait que le DIP a une action transversale dans toutes les écoles. Il y a un certain nombre d'heures d'enseignement qu'on appelle l'éducation civique. Alors on pourrait discuter de la qualité et des contenus. Ça c'est un autre débat, puis de savoir si ça répond pleinement aux attentes. Mais le secteur philanthropique, il est là en soutien. Et ça a été aussi évoqué. C'est vrai que souvent, ce qui intéresse les fondations, nous disent souvent, nous, on n'est pas là pour financer des salaires, on n'est pas là pour financer. Par contre, de venir financer des projets pilotes, et puis ensuite, à la fin du pilote, d'avoir une évaluation. Est-ce que du coup, ça nous permet d'en tirer une orientation aussi, nous, à l'État, de nous dire, on peut prendre le travail qui a été effectué au travers des fondations, puis s'approprier la matière, se dire, OK, là, il y a quelque chose peut-être où c'est une tâche régalienne qui appartient à l'État de reprendre le flambeau. Donc moi, je dois souligner que c'est je pense, un secteur qui est très souvent discret, peut-être trop sur son action. On oublie trop souvent à Genève que c'est ce secteur-là qui finance beaucoup d'activités, et pas seulement dans le domaine de la culture, pas seulement dans le domaine de l'humanitaire. Aujourd'hui, ça touche au social, ça touche à des bourses d'études, ça touche à des soutiens sur des projets sociaux, des projets sociétaux, et c'est tant mieux. C'est pour moi une action qui est complémentaire à celle de l'État, et c'est un secteur qui mérite tout autant notre attention, et avec lequel, moi j'ai eu l'occasion, dans mon mandat, de collaborer avec certaines fondations et avec toute une partie du secteur philanthropique, et c'est une excellente chose, et pour moi beaucoup de satisfaction d'avoir ces collaborations. C'est une richesse supplémentaire. Madame Vespy, les fondations trop discrètes, qu'est-ce que vous répondez à Delphine Bachmann? Bon, je pense que la Fondation Mercator n'est pas super discrète, j'ai l'impression. C'est clair qu'on n'est pas... je pense que c'est un peu le secteur en soi. Moi aussi, j'étais dans la recherche avant, du coup, j'ai que commencé dans ce secteur. Je suis assez nouveau dans ce monde philanthropique, du coup. J'avais quand même l'impression qu'en tout cas, quand on cherche des moyens ou quand on est un peu... C'est juste en Suisse, c'est toujours un peu une question de réseau. Du coup, c'est clair, je pense qu'elle n'est pas très transparente peut-être, ou pas très... évident ou pas très visible pour les gens qui connaissent personne. Du coup, ça, c'est un problème structurel souvent, si quelqu'un vient de l'étranger ou si quelqu'un n'a pas de réseau professionnel en Suisse. Mais si on en a et si on est déjà actif, je pense, dans ce domaine, on connaît quand même la fondation. Après, c'est un processus, je pense... moi, j'ai l'impression, en tout cas, jusqu'à maintenant, qu'il y a quand même beaucoup de fondations qui font un effort explicite de devenir de montrer plus de transparence et d'être plus transparent. Après, je pense, vu que c'est de l'argent privé, il y a quand même une différence qui est aussi un avantage. Du coup, c'est un peu une balance qu'il faut rencontrer là entre, oui, c'est bien d'avoir des processus transparents, mais vu que c'est de l'argent privé, c'est aussi des fois un avantage de ne pas devoir justifier tout le temps où on met l'argent, surtout dans les moments où peut-être le secteur public a peur de prendre un risque ou n'est pas légitimisé ou n'a pas la base légale pour agir quelque part où une fondation peut agir. C'est un peu... Mais si je peux me permettre, je pense que la discrétion est une vertu. C'est juste que je pense que dans la population, on ne se rend pas compte de la plus-value du secteur philanthropique. Et vous avez raison, vous êtes souvent, avec vos fonds privés, vous êtes plus rapide et vous êtes plus souple. Donc, pour moi, c'est dans ce sens-là où l'action est complémentaire et où c'est un atout sur lequel on est très content, parfois, de pouvoir s'appuyer, parce qu'on obtient des financements qui peuvent aller plus vite, qui sont plus souples et qui sont plus efficaces. Je suis dans les d'accord. prestations qui sont délivrées. Je suis d'accord, mais juste pour ajouter peut-être un point, je trouvais ça très intéressant. Je pense cette question de complémentarité, je pense que c'est important de ne pas avoir l'espoir que même si ça paraît beaucoup d'argent, si je dis à la Fondation Mercator, on dépense, je pense, 15 millions de francs par an, c'est sur notre site internet, très transparent, vous pouvez lire. On a plus que 100 projets, du coup ça paraît beaucoup, mais en même temps,
si on regarde les défis qu'il y a ou les structures comme l'éducation qu'il faut, quand il s'agit de soutenir ça, c'est quand même peu d'argent. Je me rappelle au Stiftungssymposium à Fribourg, par exemple, il y avait un intervenant de l'Allemagne qui a fait cet exemple où il a posé la question au public, qu'est-ce que vous pensez en Allemagne, si on met l'argent de toutes les fondations en Allemagne ensemble, combien de temps est-ce qu'ils pourront financer le système d'éducation en Allemagne quand on commence le 1er janvier. Et la réponse est 1er janvier jusqu'à 3 heures l'après-midi. Du coup, c'est vraiment quand même, oui, juste pour mettre un peu en proportion, je pense que ça, c'est quand même très important de se rendre compte, et ça va être pareil en Suisse, que les fondations, oui, c'est super important. On a beaucoup d'argent pour un individuel, pour une petite organisation, ça peut paraître énorme, mais c'est rien, enfin, c'est pas rien, mais c'est comparé à ce qu'il faut mettre dans le secteur public, comparé aux tâches, pour lesquelles il y a le secteur public, on ne peut que complémenter, on ne peut pas remplacer un service public. C'est ce que je veux dire. Lara Atassi, vous avez frappé à une porte d'une fondation aussi, pour un projet. Je crois que c'est une fondation qui aime bien la discrétion, mais vous allez quand même nous dire comment vous avez fait et pourquoi vous êtes allé frapper à cette porte-là et pourquoi. Finalement, on est à Genève. Quand on prépare des projets pour Genève, on va regarder les fondations à Genève, et puis vu qu'elles sont discrètes, on choisit les plus connues d'abord en général. Et puis, moi je pense aussi, pour être complémentaire, c'est vrai que en fait, les jeunes, quand ils font des projets, c'est souvent des tout petits projets. On ne va pas commencer par lancer une entreprise ou Monsieur Garcia se lance pour remplacer l'éducation citoyenne à Genève, complémenter. Mais c'est un jeune de 15 ans, on va peut-être pas se lancer directement là-dedans. Puis c'est important que il y ait des fondations ou des fonds, parce qu'il peut aussi avoir des fonds publics accessibles, parfois même plus facilement que les fondations privées, pour financer des petits projets. Et puis après, il y a des fondations qui donnent plus facilement ou moins facilement selon les projets. Il y a, surtout quand on parle de politique, il y a souvent des craintes, que ce soit politique, donc partisan, donc problématique à la fin. Et puis c'est vrai que du coup ça peut être assez difficile de financer ce type de projet. Et puis ce qui peut être aussi compliqué, c'est le financement à long terme. Si on veut financer une édition, on se débrouille. 2-3 éditions ou un projet sur 3 ans, ça marche aussi. Et dès qu'on dit, OK, on veut un peu institutionnaliser tout ça, moi je regarde ça à la Fédération suisse des parlements de jeunes, on a des projets sur le long terme, par exemple EasyVote. Vous n'allez pas tous les ans aller demander à une fondation, est-ce que vous voulez donner un petit peu d'argent pour ce projet? Il faut embaucher des employés pour faire des projets sur le long terme, avoir de la continuité. Et puis là, ça devient un peu plus compliqué. Et là, il y a besoin de fonds publics qui sont souvent plus enclins à avoir une vision plus long-termiste. Vous ne nous avez pas dit alors quelle fondation vous aviez sollicité. Une fondation genevoise dont il ne faut pas prononcer le nom. On en restera là. Madame Vespi, je voulais revenir vers la Fondation Mercator, parce que c'est vrai que vous m'avez dit... pour la fondation pour laquelle je travaille depuis le mois de mars, c'est vrai, vous avez dit, ça fait pas très longtemps que vous y travaillez. Eh bien, pour eux, c'est nouveau de financer des projets citoyens. Pourquoi ce choix? C'est vous qui l'avez voulu? C'est avec votre arrivée, vous vous êtes dit, on va réorienter les fonds de la fondation, on va financer les jeunes maintenant? Pas complètement, mais c'est vrai que la stratégie est très neuve. Du coup, la stratégie était déjà mise en place quand j'ai commencé. C'était une année de stratégie, phase de stratégie. Quand je suis arrivée pour mettre en place un peu cette stratégie maintenant, on va peut-être travailler sur la stratégie encore une fois, mais c'est assez, je pense, assez large pour vraiment avancer le sujet. Et c'est aussi juste le sujet de démocratie qui est nouveau à la Fondation Mercator. Mais je pense que ça a beaucoup de sens, et je pense que le processus était vraiment cette
un peu phase de réflexion qui prend place chez beaucoup d'acteurs. Je pense cette idée on voit qu'on a des énormes défis qu'on veut affronter. La Fondation Mercator c'est vraiment cette mission de vouloir aider les sociétés en Allemagne. C'est une société en Allemagne à la base et en Suisse, d'aider la transition socio-écologique. Du coup, vraiment, c'est une approche systémique aussi. Vous livrez vraiment les fonds pour accompagner les acteurs. Et je pense que c'était juste, on a commencé avec des programmes de climat sur l'éducation un peu plus peut-être évident quand on nomme ou digitalisation, tout ça. Et je pense, à bout d'un moment, on a juste compris qu'en fait, on ne peut pas penser le changement climatique sans penser la démocratie aussi, pour plusieurs raisons aussi. Un, c'est super important, évidemment, je pense, justement, on a parlé de polarisation et tout ça, de vraiment écouter le peuple dans le sens où quand on propose des projets pour lutter contre le changement climatique, d'être sûr qu'on a au moins une majorité de la population à bord, mais aussi peut-être plus important ou également important, on voit clairement aujourd'hui que dès qu'un pays, enfin quand on a des autocrates ou des would-be autocrates aujourd'hui, que c'est un des premiers choses qu'ils vont faire, c'est de mettre hors place des plans pour lutter contre le changement climatique qui ont déjà été mis en place ou que juste pour leur propre bénéfice souvent. Et du coup, on voit vraiment que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé un meilleur système justement que la démocratie pour vraiment faire sûr qu'on va bouger, même si c'est peut-être des fois trop lent ou souvent trop lentement contre les grands défis de notre planète. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment l'idée d'avoir des funds qui vont explicitement soutenir la démocratie comme base pour la lutte contre le changement climatique ou pour la transformation socio-écologique. Il faut vraiment d'être consistant en ça. Je voulais revenir sur cette idée de complémentarité que vous avez citée, Madame Backman. Comment vous voyez cette complémentarité entre, d'un côté, ces fondations privées, cet argent privé, puis surtout sur ce qui a beaucoup été dit, dans le fond, que dans le privé, ça va beaucoup plus vite que dans le public. J'imagine que ça ne doit pas vous satisfaire, ça. Bon, dans le public, vous avez aussi une marge de manœuvre sur la vitesse à laquelle vous voulez avancer quand même, hein. Je vous rassure. Et je pense que les collaborateurs qui sont là peuvent vous dire que moi, j'avance en général assez vite. Mais je pense que là où c'est intéressant, c'est se rendre compte de la complémentarité de ces actions aussi en termes de vitesse. Souvent, les gens reprochent... En Suisse, on a une démocratie très participative. On vote tout le temps. On élit tous nos représentants, sauf le Conseil fédéral. On a cet accès quand même très rapide à des prises de position. On pouvait prendre position, je veux dire, tout le temps quasiment. Donc, c'est une chance. Mais c'est vrai que ça implique aussi que le changement doit être collectif. On n'a pas en Suisse, par exemple, 2 blocs politiques, version États-Unis, qui s'affrontent, et puis c'est un bloc qui gagne contre l'autre. On a des variétés de partis politiques, entre 7 à 10, qui peuvent être représentés dans le Parlement. Et oui, ça nécessite du dialogue et du consensus. En même temps, sur un sujet comme le changement climatique, vous n'allez pas y arriver que si vous avez 10% de la population avec vous. À un moment donné, c'est un fait. Un jour, je discutais avec 2 jeunes du mouvement Extinction Rebellion qui étaient venus me voir, qui voulaient discuter. J'étais en campagne électorale, puis ils me disent « Oui, mais moi, je pense que, par exemple, on pourrait faire des assemblées citoyennes au lieu de faire des élections. » Je leur dis « Ok, mais pourquoi ? Parce que comme ça, les gens sont quand même sensibles au changement climatique, donc on n'aura plus d'élus climato-sceptiques. » Je dis « Mais vous allez les tirer au sort ?» Oui. Je dis « Vous faites quoi si vous tombez sur 40 personnes plutôt proches de l'UDC en termes de prise de position, qui sont précisément climato-sceptiques. On n'aura pas fait avancer les choses. Donc, en fait... Ça n'arrive pas statistiquement. Mais... Alors, non, ça dépend du canton, à mon avis. Mais peut-être pas à Genève. Peut-être pas à Genève. Mais en fait, quand je parle de complémentarité, c'est que l'action qu'on va pouvoir trouver dans des projets qui sont financés par de la philanthropie, l'action politique, quel que soit le niveau, ce sont des actions complémentaires. Et c'est le collectif qui compte. On ne doit pas être là chacun à tirer pour sa corde, sur sa corde personnelle. C'est un projet collectif. Et probablement que le fait d'avoir des modes de portage qui soient différents permettent de toucher un plus grand nombre de gens. Et sincèrement, c'est tant mieux. Et puis, c'est aussi pour souligner le fait que
on voit bien que dans les parcours de vie, il n'y a pas toujours un moment où on va s'engager ou démocratiquement, ou tout à coup on va s'engager dans cette démocratie. Le moment, il n'est pas le même pour tout le monde. On cite souvent les jeunes en disant « ouais, les jeunes se désintéressent ». Mais en même temps, les jeunes, c'est aussi les jeunes qui sont le plus mobiles. Vous partez faire vos études 3 ans dans un autre canton, typiquement, vous êtes obligé de quitter si vous avez été élu dans une fonction politique, communale, cantonale, vous quittez, vous êtes obligé, c'est comme ça, vous déménagez, ou alors vous partez, vous allez emménager 5 ans ailleurs. Vous comprenez ? Puis c'est des parcours de vie aussi où on veut tout faire aux gens en même temps. Hein. Aujourd'hui, à 40 ans, vous devez être, ou à mon âge, vous devez avoir fait des enfants, vous épanouir professionnellement, vous épanouir à la maison. Vous devez aussi faire du yoga à 6 heures du matin, cuisiner bio, et puis vous devez aussi faire de la politique, et puis vous faire de l'engagement. Mais c'est pas possible, on peut pas demander à tout le monde tout en même temps. Et donc, en fait, le fait de s'appuyer sur cette complémentarité d'action, ça permet de toucher des gens à des moments de vie différents, et puis par des canaux différents. Et en fait, je trouve que c'est tant mieux. Et moi, je défends et j'ai vraiment beaucoup d'admiration et de reconnaissance pour l'engagement citoyen, quel qu'il soit, quelle que soit la couleur politique. Je dis volontiers que dans un hémicycle parlementaire dans lequel je siégeais avant, maintenant je suis dans un gouvernement, on est quand même beaucoup plus consensuel dans la manière de travailler. Mais quand on est dans un parlement, je dis volontiers que j'ai des adversaires d'idées, mais je n'ai pas d'ennemis. Et je pense que ça, c'est aussi bien de le souligner. On doit pouvoir débattre, on a le droit de ne pas être d'accord, mais chacun a le droit à la parole. Alors, c'est intéressant que vous parliez du tirage au sort et de la démocratie, d'une nouvelle forme de démocratie, puisque précisément la Fondation Mercator a décidé de soutenir un projet qui est basé là-dessus. Peut-être vous pouvez nous en dire 2 mots. Le Conseil du futur, U24. Oui, bien sûr. Et évidemment, tu as des points qui sont super intéressants aussi pour moi en tant que politologue. Et c'est exactement les questions qu'on discute, bien sûr, par rapport à la légitimité de tous ces approches citoyennes. Et bien sûr, c'est aussi compréhensible que surtout au niveau national et au niveau des parlementaires élus, il y a beaucoup de résistance à cette idée déjà et beaucoup de questions, beaucoup de doutes qui sont des fois, je pense, légitimes et des fois aussi un peu surexagérés. Mais ça, c'est justement, c'est un point où nous, comme fondation, on a vraiment pu intervenir, où on a vraiment pu soutenir un projet qui... Peut-être il faut en dire 2 mots, parce que tout le monde ne connaît pas ce projet, le Conseil du futur. Alors, le projet s'appelle le Conseil de futur. C'est un projet U24. Il y a un site internet que vous pouvez trouver aussi, et c'est un projet national. Je ne sais pas si c'est forcément connu en Genève aussi, mais en tout cas, il y a eu un tirage au sort au niveau national où des jeunes, 100 jeunes à la fin, ont été tirés au sort sur une base de plusieurs critères. Il y a aujourd'hui des standards, vu que c'est, comme on a vu à Paris et en Belgique, il y a plein au niveau européen, il y a plein d'initiatives et il y a un peu des critères de qualité auxquels on adhère maintenant. Du coup, par exemple, le tirage au sort, c'est pas juste un tirage au sort totalement random, c'est quand même, il y a par exemple, âge, éducation, langue, plusieurs critères sur lesquels on peut faire ce tirage de sort, avec le but d'avoir, maintenant comme avec ce conseil U24, donc c'était un tirage au sort sur un échantillon représentatif, si j'ai bien compris. Du coup, c'était un échantillon plus grand, c'était 10 000 jeunes distribués dans la Suisse, du coup dans toutes les régions linguistiques en Suisse. Et entre ces 10 000, il y avait plus que 1000 jeunes qui ont dit oui, j'ai envie de participer à ce projet. Et entre ceux qui ont dit oui, j'ai envie, ils ont fait un tirage au sort de 100 jeunes sur la base de certains critères, justement, pour ensuite arriver à ce groupe de 100 jeunes qui sont composés de, justement, qui sont représentants plus ou moins pour la population jeune, des jeunes en Suisse, du coup 18 à, je pense, 25 ans, ou 15 jusqu'à 25 ans. Et leur mission, un peu, ils ont déjà commencé, ils ont fait 2 week-ends sur 3 week-ends, ils vont débattre et trouver des solutions, des recommandations, évoluer des recommandations sur le propos de santé mentale. C'est un sujet qu'ils ont choisi eux-mêmes. Du coup, il y avait aussi un processus participatif pour les jeunes. Ils auraient pu débattre sur les chambres citoyennes, sur la immigration, sur le climat, mais ils ont décidé non, on veut débattre, on veut trouver des solutions pour le thème
santé mentale, et ils vont être présentés. Enfin, il y aura une conférence de presse fin novembre. Du coup, si ça vous intéresse, volontiers, vous pouvez regarder ça ou vous informer sur ça. Et ça sera effectivement très intéressant de voir. Bien sûr, c'est un pilote, c'est soutenu par la SGG, Société d'intérêt général. Je ne suis pas sûre comment traduire ça. Cette grande organisation qui soutient le projet. Et effectivement, c'est un prototype pour voir, surtout ce qui m'intéresse bien sûr aussi, c'est non seulement le processus, mais aussi l'impact de ces recommandations. Du coup, ces recommandations, est-ce qu'ils vont être repris par la politique? Est-ce qu'il y aura un intérêt par les politiciens? Ou est-ce que ça sera plutôt un... Parce que ça, on a déjà vu dans la recherche que tous ces chambres citoyens, ils n'ont qu'un impact, et aussi c'est qu'une bonne expérience aussi pour le peuple, si on voit vraiment une conséquence de ça. Si c'est pas juste ok, en France, j'ai souvent un peu, je pense, il y a cette critique que c'est un système très non démocratique pour la plupart du temps, et d'introduire ces chambres, il y a un peu une risque des fois de, s'il n'y a pas vraiment des conséquences, si c'est pas inscrit dans une logique institutionnelle, il y a vraiment un risque que c'est comme un patch sur un système qui est cassé un peu ou fracturé. En tout cas, là, il y a une volonté, en tout cas, de soutenir une forme de démocratie différente. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Lara Atassi, qui n'avait pas été tirée au sort, mais qui avait été élue par des vrais citoyens? Mais moi, je soutiens totalement ce genre d'initiative. Je pense que ça permet déjà de... On parlait avant des différentes difficultés d'accéder à la démocratie, parce que finalement, pour participer, il faut être formé pour savoir participer. Et donc, quand on est tiré au sort, il y a des personnes de toute la société qui sont tirées, également des gens qui ne participent pas habituellement. Ça nous permet d'avoir leurs voix qui sont exprimées. Et puis, ça permet, parfois, on parlait de vitesse, de privé-public, d'aller plus vite que le Parlement, où il faut 1 an et demi pour répondre à une initiative au niveau cantonal. Si on dépose une initiative quand on est jeune, 5 ans plus tard, on n'est peut-être plus en Suisse. Et donc là, avec des formats, donc ça c'est un format qui est un peu différent, mais l'Assemblée citoyenne, comme ça a été par exemple créé en France, c'est un format où les personnes se réunissent de façon intensive, où ils sont rémunérés pour être là. Et où du coup ils peuvent travailler beaucoup plus vite que nous aussi, où on est aussi des politiciens de milice, donc on a notre vie à côté, et puis on se réunit par-ci par-là, ça va pas très très vite, et ça permet du coup d'avoir, je pense, en France ils ont eu une sorte de plan climat en l'espace de quelques mois. À Genève, je pense que ça a pris un petit peu plus de temps. Je voulais revenir, Lara Atassi, sur ce que vous avez dit. Vous nous avez dit, oui, les fondations, ça marche. Ça ne marche pas forcément pour les projets politiques. Peut-être qu'il y a un peu plus de questionnement là autour. Ça veut dire que vous, dans l'expérience que vous avez eue, vous avez sollicité les fondations pour certains projets, mais par exemple pas pour des projets politiques. Vous pouvez nous donner un exemple, parce que c'est vrai que vous m'avez dit que vous étiez présidente au Parlement des jeunes, ou même maintenant au sein de la Fédération nationale des parlements de jeunes. Là, est-ce que concrètement, vous avez dû frapper aux portes des fondations? Alors oui, on a dû frapper aux portes des fondations. Il y a également des fonds publics qui ont là un peu moins de réticence. Par exemple, il y a un fonds jeunesse à Genève qui permet d'avoir encore plus rapidement que les fondations un accès à un peu d'argent pour faire des projets. Et les fondations, ça va dépendre un peu de leur but. On voit que souvent, il y a un aspect social qui est plus important, ou culturel qui dans la plupart des fondations. Et puis, parfois, je pense aussi quand on veut taper à la porte d'entreprises, par exemple, si on veut se faire subventionner l'alimentation, là, ça va être plus compliqué. Les entreprises vont plus volontiers subventionner un événement sportif parce qu'il n'y a pas de risque, alors que quand ils viennent subventionner un événement politique, ils savent, eux, c'est une question d'image aussi qui vient à côté, et puis on ne veut pas forcément associer son image à un événement qui risque d'être vu comme partisan. Et donc, au Parlement des jeunes Genevois, mais aussi à la Fédération suisse, on doit insister lourdement sur le fait que c'est neutre, avoir des multiples processus de vérification, par exemple pour EasyVote,
pour prouver à tout le monde qu'il n'y a absolument pas de parti pris politique. Puis c'est vrai que malgré ça, parfois, on n'arrive pas à convaincre les gens qu'on peut subventionner de la politique sans se retrouver dans une polémique sur Twitter 2 semaines après. Très bien. Le thème de la soirée de ce soir, hein, je vous le rappelle, c'est la philanthropie partenaire de l'engagement démocratique des jeunes. Et pour terminer cette table ronde, avant de vous passer la parole, parce qu'on aura 15 minutes d'échange avec le public, j'aimerais qu'on se projette un peu vers l'avenir, dans le fond. Est-ce qu'il y a un risque, c'est une question que j'ai aussi envie de vous poser, Delphine Bachmann, est-ce qu'il faut craindre que certaines fondations prennent de plus en plus d'importance ou choisissent de financer certains projets peut-être pour les orienter d'une façon ou d'une autre. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des garde-fous à mettre quand on voit par exemple l'importance que les fondations philanthropiques ont pris par exemple aux États-Unis ou ailleurs? Comment est-ce est-ce que c'est une crainte qui est fondée ou pas dans le fond? Alors, je crois qu'à Genève, on vit dans le cadre légal est quand même relativement strict. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de fondation qui assume une tâche régalienne. Je veux dire, on n'a pas une fondation qui finance effectivement l'école ou la police et où donc il y aurait potentiellement un risque de déviation. Je crois au contraire que c'est un secteur qui mérite qu'on s'y intéresse en termes de dynamisme. Moi, je suis ministre de l'économie et de l'emploi. Je parle souvent des conditions cadres, je parle souvent d'emploi. Dans mes discours, mais dans mon quotidien, dans mes relations, quand je suis sur le terrain. Ça s'applique beaucoup plus souvent au secteur des entreprises, à vrai dire, mais je crois que le parallèle, il est parfaitement faisable avec le secteur des fondations. Le secteur des fondations, c'est aussi des emplois, c'est aussi de la valeur ajoutée, c'est aussi de la richesse, et c'est aussi des conditions cadres qu'on doit leur garantir. Parce que pour que ces fondations, elles continuent d'exercer et de financer des choses à Genève, et ça c'est aussi ma préoccupation, eh bien, il faut que le contact avec l'administration soit facilité, il faut leur donner des points de contact. Il faut aussi permettre au secteur d'être organisé, d'avoir des rencontres, d'avoir des échanges, qu'il y ait des choix qui puissent être opérés. Je relève que de manière générale, il y a un très bon dialogue avec les différentes fondations de la place genevoise. Alors, je ne suis pas en contact direct avec toutes, mais je trouve que ce dialogue, il est bon et j'entends le préserver. En tout cas, pour le Conseil d'État genevois, c'est très important. Mes collègues et moi, on est tous touchés par des projets où on collabore avec des fondations. Et je crois que les conditions cadres de ce secteur, eh bien, il faut les préserver. Je souhaite en tout cas que Genève garde cette collaboration avec la philanthropie. C'est un secteur qui monte, qui gagne en importance à Genève. Et je pense qu'il faut savoir témoigner à la fois de la reconnaissance et à la fois un cadre d'exercice qui ne comporte pas trop d'entraves administratives. Voilà. Madame Vespy aussi sur cette question. L'avenir des fondations, vous me disiez au contraire, vous souhaitez qu'il y ait plus de moyens pour ces fondations, voire même faire des fonds communs entre les fondations. Oui, exactement. Du coup, je trouvais ça très intéressant ce que Lara a dit aussi dans son expérience, et je pense que c'est quelque chose qu'on voit aussi du côté des fondations, c'est que beaucoup d'acteurs ont vraiment des problèmes à trouver du financement long terme. Et je pense que c'est quelque chose du coup, pour moi, si je regarde dans le futur, ce que je vois actuellement déjà avec d'autres fondations, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de discussions sur comment on donne, du coup, pas juste qu'est-ce qu'on donne ou combien. Aujourd'hui, on a parlé des chiffres aussi. Je pense que c'est important d'être ouvert sur ça, mais je pense presque plus important, c'est des fois, c'est avec quelle intention ou quel processus on donne et comment on fait confiance à ceux qu'on donne. Et je trouve ça très intéressant aussi, très sympathique comme être nouveau dans ce domaine aussi. J'avais un peu peur, mais je me suis vraiment rendu compte que philanthropie, c'est vraiment pas la même chose comme la charité. Ou charity, c'est vraiment, il y a une autre vision derrière. Je pense pour beaucoup de gens qui connaissent pas ce secteur, des fois ça se mélange un peu, mais je pense qu'il y a vraiment des développements intéressants, comme par exemple justement de s'occuper ou on est préoccupé actuellement de discuter vraiment comment on peut améliorer ce financement long terme. Et une option, c'est vraiment de bouger un peu, où je vois vraiment un peu un changement de mentalité. Déjà, dans notre fondation, ça a commencé il y a un moment, d'essayer de réduire un peu ce Projektitis, comme on dit en allemand, parce que je pense que beaucoup de fondations, ils sont beaucoup focalisés sur fonder un projet. On veut toujours un projet, un nouveau projet, un projet plus innovatif, mais en fait,
on a déjà tellement des bons acteurs qui font du bon travail depuis des années et ils n'ont pas vraiment besoin toujours d'évoluer ou produire un nouveau projet. Souvent, ils ont juste besoin d'avoir de l'argent pour financer leur site web, pour financer des activités qu'ils font déjà. Et ça, je trouve effectivement une piste que je soutiens beaucoup, d'essayer de vraiment fonder plus des organisations, du coup, plus évoluer vers un financement structurel qui est juste connecté avec beaucoup plus de confiance dans les organisations aussi. Du coup, c'est pas unrestricted funding comme il y a déjà des grandes organisations, mais quand même less restricted funding. Du coup, vraiment moins appuyé sur les indicators, moins appuyé sur comment on monitore tout le temps, parce que ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources des gens qu'on veut aider en fait. Et à la place de juste plus faire construire un rapport de confiance et bien sûr faire un processus de vetting qui est important pour financer un partenaire finalement. Mais ensuite, une fois qu'on a pris la décision, vraiment laisser de l'espace aussi à ce partenaire d'évoluer et de avancer vers le but. Et deuxième, c'est ce que tu as dit, ce collaborative funding, c'est effectivement quelque chose dans lequel moi aussi je suis très intéressée. On a le plan, je pense que je peux le dire parce que ce n'est pas un secret, ça existe au niveau européen, ça s'appelle Civitates, c'est je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est un groupe de différentes fondations, Erste Foundation, Porsche, c'est des très grandes fondations qui travaillent ensemble et qui se sont lancées dans cette idée de mettre ensemble des finances pour ensuite pouvoir donner un financement plus grand ou plus conséquent à des organisations. Et moi, je suis très intéressée à ça et justement, j'aimerais établir quelque chose de ce style en Suisse, par exemple. En ce moment, s'il y a des fondateurs ici, je suis en train d'avoir des conversations avec d'autres fondations sur l'idée de peut-être établir un fonds commun, en fait, un pot commun pour l'éducation politique, l'éducation démocratique. Alors, on va poser la question à la salle. En tout cas, on va passer la parole à la salle. Merci beaucoup, mesdames. On va vous applaudir. Mais vous restez bien sûr avec nous pour répondre aux éventuelles questions, remarques. Je vous invite à nous faire savoir si vous avez une remarque, un commentaire à partager avec nous. C'est souvent la première question qui est la plus difficile. Et puis après, ça va assez vite. Vous n'avez pas mis un espion dans la salle pour poser la première question? Non. Ou en tout cas, il a oublié. Voilà, mademoiselle. Merci de vous lancer. On va vous amener un micro, je crois. Ça va être plus sûr. Peut-être si vous pouvez vous présenter. Oui, je suis Darlene Pfister, je suis aussi membre du comité de la Fédération suisse du Parlement des jeunes, mais ce n'est pas mon chapeau. Je suis là comme Darlene, intéressée par la démocratie. En tout cas, je m'intéresse comment est-ce que les fondations garantissent que les jeunes ont aussi un accès à la fondation, parce que souvent, c'est tellement compliqué de savoir comment ça se passe. Il y a beaucoup de documents à remplir et c'est pas un bas seuil, c'est vraiment assez difficile. Donc, comment est-ce que vous garantissez que les jeunes aussi comprennent comment ça fonctionne et qu'ils peuvent recevoir d'argent pour leur projet? Alors, Madame Vespi, je pense que vous allez pouvoir répondre en français ou en allemand, je ne sais pas. Évidemment, je veux que répondre pour ma fondation. Peut-être pour les autres fondations, il y a aussi Swiss Foundations qui a de l'expérience en ça. Pourquoi des fois c'est si compliqué, ou d'autres fondateurs peut-être dans la salle. Mais en tout cas, pour la Fondation Mercator, on fait vraiment un effort pour décompliquer un max et pour un minimum de papier à remplir. On a juste un formulaire en ligne avec 2 boîtes vraiment assez petites où on décrit un peu le cadre ou le contexte de son problème et on décrit en quelques mots la solution ou le projet qu'on a. Et ensuite, c'est vraiment immédiatement nous qui vont contacter, qui vont s'échanger et aider aussi, soutenir si on aime ou si on est intéressé par le projet. Et ensuite, il y a un document à remplir qui suit une logique qui est maintenant assez standard, non seulement chez les fondations, mais en général dans le secteur privé, cette idée de mesurer l'impact, input, output, outcome, impact. Du coup, je pense que ça, c'est une logique qui est assez connue bien sûr, les très jeunes
c'est effectivement difficile de faire ça toute seule. Du coup, je pense c'est quand même vrai que, en général, c'est bien d'avoir un peu un soutien ou quelqu'un qui a déjà récolté des funds. Et sinon, le fundraising, bien sûr, c'est aussi c'est des professionnels qui font ça et c'est pour des bonnes raisons que c'est des professionnels qui font ça souvent, malheureusement. Alors, on va peut-être aussi poser la question à Aline Freiburghaus, qui est la co-directrice de la Fondation Swiss Foundation, qui est là devant. Je ne sais pas si le micro est nécessaire. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a un ou deux micros? Il y a un deuxième micro dans la salle ou il n'y en a qu'un micro? Je le repasse après. Je pense que la Fondation Mercator est un exemple de fondation qui a en tout cas une clarté pour la façon dont poser les demandes. Swiss Foundations, donc l'association fêtière des fondations donatrices suisses, on encourage tous nos membres à avoir un site web avec leurs conditions expliquées très clairement. Certaines fondations acceptent les projets, certaines ne les acceptent pas. Moi, j'aime bien représenter le paysage des fondations comme un écosystème. Et vraiment, chaque fondation a son ADN. Certaines fondations financent beaucoup de projets à petit budget, certaines peu de projets à gros budget. Il y a aussi beaucoup de fondations qui n'ont pas d'employés, et c'est seulement un conseil de fondation qui est bénévole. Donc effectivement, traiter des tonnes de demandes, c'est aussi compliqué. Donc nous, sur notre site internet, il y a toutes les fondations membres de Swiss Foundations qui sont répertoriées et qu'on peut trier par domaine d'activité, ce qui permet déjà un premier filtre. Mais ensuite, une recherche de fonds, c'est aussi un peu comme une recherche d'emploi. On a la ministre de l'économie et de l'emploi ici. Quand on fait une recherche d'emploi, il faut pouvoir l'adapter et s'adresser aux bonnes personnes pour que les profils matchent. Donc, la solution miracle n'existe pas, mais je pense que le fait d'être visible, et c'est ce que Swiss Foundations encourage chez ses membres, c'est un premier pas. Merci beaucoup. Une autre question, madame. Oui, bonjour, merci beaucoup. Yvonne Schneider de la Fondation Eduki. Donc, nous, une fondation qui sommes active à Genève, justement, un peu cet hybride entre financé par le public et le privé, soutenu sur des projets, soutenu sur le long terme. On savait 10 ans plus que 10 ans, depuis 2011, qu'on travaille sur la sensibilisation des jeunes à la coopération internationale, à Genève internationale. Et ce que mon témoignage serait, c'est que c'est effectivement très important d'avoir une multiplicité d'acteurs, mais également de valoriser pas seulement le rôle des acteurs privés, secteur public, mais également les personnes, par exemple les éducateurs. On a parlé tout à l'heure du rôle très important des institutions publiques, mais également à l'intérieur des institutions publiques, il y a des personnes, des enseignants. Nous, on s'appuie énormément sur du mentoring auprès des jeunes, que ce soit de la part des enseignants, mais également d'éducateurs ou de formateurs. Il y a des parties qui sont hybrides, qui permettent également de soutenir les jeunes là-dedans. Souvent, quand on parle de l'engagement des jeunes, on a l'impression de les laisser un peu seuls. Mais cet encadrement qui peut être amené, comment se créer en association, comment être vocal, toutes ces choses-là, ça s'apprenne également de leurs pairs, mais aussi de leurs enseignants. Et je pense qu'un soutien également de ce côté-là, au niveau institutionnel, peut aider, du coaching, ça peut être des fonds qui aident. Tous ces éléments-là, juste pour le dire, c'est que quand nous, on a financé ou aidé des projets qui se sont réalisés sur le long terme, quand on parle de développement durable, c'est le mot durable qu'il faut mettre en avant, c'est que de chaque année, il y ait une relève. C'est-à-dire que les jeunes qui passent par là, ils puissent donner la relève, ils puissent être formés de l'un et l'autre. Et donc, il y a un élément on va dire, de passage de témoins, mais avec une continuité également. Donc ça, je voulais juste donner ce témoignage-là parce que récemment, on a mis en place quelque chose qui s'appelle la bourse Françoise de Maule, dans laquelle on donne de l'argent pour des projets à long terme qui sont donnés tous les 2 ans. Et une des expériences était que pour ce projet qui était continu, il fallait l'engagement d'enseignants, l'engagement d'une direction, l'engagement extérieur, par exemple, de soutien public, du financement privé, des élèves engagés d'année en année. Il faut tellement de choses pour qu'une chose fonctionne. Et donc, d'identifier toutes ces choses-là, d'avoir un manuel, de dire qu'est-ce qui fonctionne, d'avoir des exemples, de mettre ça en avant, je pense aussi ça aiderait d'avoir, pour les fondations qui sont par là, de mettre ça en avant, de dire qu'est-ce qui fonctionne, de montrer les succès, les exemples de succès, et puis d'identifier ça. Voilà. Merci beaucoup, madame.
Bonjour. Je peux Vera Lalchevska, je suis présidente et fondatrice de la Geneva Coalition pour l'établissement d'un partenariat public-privé pour abolir l'abus de l'enfant. J'ai une question, peut-être je voulais juste ajouter à la question de mademoiselle, parce que peut-être ce serait ça qui changerait. Est-ce que dans les fondations, vous avez un quota ou positive discrimination system afin de laisser donc les jeunes postuler plus pour les fonds? Et puis deuxième question, j'étais très... Attendez, parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris votre première question, madame. Est-ce qu'il y a de la discrimination positive pour garantir des quotas, par exemple, de population jeune? Voilà, merci beaucoup. Et puis, deuxième question, donc j'étais très reconnaissante pour ce que Madame Westby a dit. Donc, vous avez fait une enquête et puis les jeunes ont eux-mêmes choisi la thématique et la thématique, c'était santé mentale. Et ça me parle beaucoup parce qu'en fait, nous, on est toujours dans cette dimension climat, et puis on impose aussi les thématiques. Mais en fait, les thèmes que les jeunes s'intéressent, auxquels les jeunes s'intéressent et qui touchent à l'emploi, qui touchent à la santé mentale, ça, c'est les thématiques qu'on n'ose pas à mentionner. Et ça, c'est ma thématique à moi. Donc, c'est l'abus sexuel de l'enfant qui touche beaucoup d'enfants, y compris en Suisse et partout dans le monde. Donc, voilà. Est-ce que peut-être dans les débats que monsieur a mentionnés, est-ce que vous ouvrez cette thématique? Est-ce que, Madame Bachmann, dans le conseil, est-ce que vous discutez de ce thème? Est-ce que vous donnez de l'argent pour promouvoir, parce que ça touche à l'emploi? Et est-ce que dans les instances pour les jeunes, par exemple, vous touchez à cette thématique? Parce que le but, c'est d'en parler afin de finir avec cette crime. Merci, madame. Oui, alors, je pense que c'est bien de laisser... Je trouvais aussi l'exemple positif de se dire, en fait, les jeunes, on veut leur donner la parole, mais de quoi ils ont envie de parler? Je trouve positif, et le thème de la santé mentale des jeunes, j'étais infirmière avant, c'est effectivement une des thématiques qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeunes d'aujourd'hui, avec une explosion des troubles, et il faut s'en préoccuper, et tant mieux si la jeunesse s'en préoccupe elle-même et que c'est un sujet qu'elle a envie de porter. Pour le reste, vous savez, le gouvernement ne met pas en compétition les causes. Toutes les causes sont justes. La cause de vouloir faire avancer la démocratie, de vouloir donner la parole aux jeunes, de lutter contre le réchauffement climatique, de donner à chacun et de garantir des conditions de vie dignes, de donner un emploi, de lutter contre les abus sexuels sur des enfants, de lutter contre les violences qui sont faites aux femmes. Jamais, je ne me permettrai, et je pense, jamais le gouvernement ne se permettra de dire qu'il y a une lutte qui est plus juste qu'une autre. Et on essaye d'avoir une approche équilibrée entre ces différentes thématiques. Bien sûr que ça fait partie de nos sujets de préoccupation. Ce qu'on observe aussi, c'est que, et ça rejoint un petit peu ce qui a été évoqué, des fois l'État peut être un déclencheur de levée de fonds. Parfois, il y a des fondations, des fonds privés qui disent « Ok, mais nous, on a besoin de voir qu'il y a un engagement de l'État. Parce que sinon, on a l'impression qu'on va porter seul l'initiative, qu'il n'y a pas de volonté politique derrière, et puis qu'en fait, après, ce sera laissé à l'abandon et qu'il n'y aura pas de suivi, puis qu'en fait, l'investissement qui est mis, eh bien, il tombe. Et puis, il ne sera pas utilisé sur le moyen ou sur le long terme. Alors après, ça, c'est une question de choix. On a tous des budgets qui sont limités. Mais bien évidemment que, eh bien, on fixe des priorités et on essaye d'être aussi des vecteurs de déclenchement de financement privé en mettant une part de ressources, en mettant des ressources humaines, en mettant des ressources en fonds sur chacune des thématiques qui peuvent, alors là, ça dépend des départements, évidemment, mais qui peuvent toucher la population, qui peuvent amener une pierre à l'édifice et où on arrive à lever parfois 10 fois la somme en fonds privés parce que eh bien, les fondations constatent qu'il y a un vrai investissement, une vraie volonté politique de faire bouger les lignes sur un sujet ou un autre. Et évidemment que la protection des droits de l'enfant fait partie des sujets qui préoccupent notre gouvernement au même titre que beaucoup d'autres. Voilà, je ne sais pas si encore l'une ou l'autre... Est-ce que je dois bientôt partir, mais peut-être je peux juste répondre à la question de la discrimination positive ouais, j'ai pas répondu à cette positive. Juste pour dire que effectivement, si j'ai bien compris la question, on a ça, mais c'est parce que ça fait partie de notre stratégie qu'on a évolué sur la base
une base scientifique ou une base évidentielle. C'est l'idée qu'on veut vraiment soutenir et faire avancer l'engagement des jeunes dans la démocratie, parce que les jeunes sont comparés à comment ils sont distribués dans la population, extrêmement sous-représentés dans le processus démocratique, mais aussi dans les institutions. Du coup, là, on a, si vous voulez dire, un quota positive discrimination, mais ce n'est pas vraiment positive discrimination parce que c'est notre stratégie de lever ça. Mais dans d'autres domaines, c'est un peu moins. Je pense que ça dépend vraiment de la stratégie qu'on a. Du coup, ce n'est pas overall dans notre fondation, ce n'est pas qu'on a ça. Je pense que c'est vraiment juste parce qu'on s'inscrit, vu qu'on s'inscrit vraiment dans cette vision d'un monde écologique, social, juste, égalitaire et tout ça, je pense, oui, bien sûr, ça va avoir un impact sur notre target group un peu. Parfait, merci. Merci, mesdames, d'avoir participé à cette discussion. Madame Wespy, on va vous laisser partir. Et puis, pour conclure, je vais passer la parole à Aline Freiburghaus. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes co-directrice de Swiss Foundation. Merci. Merci. Alors, les discussions de ce soir l'ont montré. Célébrer la démocratie dans une société qui se polarise et où les crises se multiplient, ce n'est pas une évidence. Dans ce contexte, l'engagement de la jeunesse est source d'espérance. Acteurs clés de la démocratie, les jeunes apportent un dynamisme et des perspectives nouvelles qui sont essentielles pour l'évolution d'une société. Cependant, ils sont souvent confrontés à des défis tels que le manque de ressources, une méconnaissance des mécanismes politiques ou une mise à la marge. C'est là que la philanthropie entre en jeu. Son agilité à mobiliser des ressources financières et intellectuelles peut jouer un rôle essentiel dans l'autonomisation des jeunes, ceci afin de renforcer leur engagement démocratique. Inclusion et diversité sont des clés pour une société plus juste. La philanthropie peut faire effet levier en veillant à ce que les jeunes de toutes origines, de tout milieu socio-économique et de toute communauté soient inclus dans les processus démocratiques. En finançant des initiatives axées sur l'inclusion, la philanthropie contribue à créer une démocratie vivante, plus représentative et équitable. Pour que nos sociétés démocratiques prospèrent, il est donc essentiel de reconnaître la valeur des jeunes et de les soutenir dans leur quête de participation politique. En complément à l'État, la philanthropie est un acteur incontournable dans cette mission. En travaillant main dans la main, nous pouvons créer des synergies et forger un avenir plus démocratique, inclusif et dynamique pour les générations futures. Au nom de Swiss Foundations et des partenaires de l'événement, la DGDRI, le Centre en philanthropie de l'Université de Genève, le Centre Albert Hirschman sur la démocratie de l'IHEID, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence ce soir. Un grand merci aussi aux intervenantes et aux intervenants, ainsi qu'à la Chancellerie d'État qui nous a soutenus dans l'organisation de cette conférence. J'espère que les échanges d'aujourd'hui suscitent en vous un élan d'engagement et je vous souhaite une excellente fin de soirée.